30 septembre 2009, cosmodrome de Baïkonour, Kazakhstan. Un homme monte à bord d'une fusée Soyouz. Direction, la Station spatiale internationale. 12 jours en orbite, à 354 km au-dessus de nos têtes. Ce n'est ni un astronaute professionnel, ni un ingénieur, c'est un ancien cracheur de feu, né à Québec en 1959 et qui a quitté l'école à 14 ans. Il vient de payer 35 millions de dollars son billet et il devient ce jour-là le tout premier milliardaire de l'histoire à voler dans l'espace. Plus de 10 ans avant que Branson, Bezos ou les premiers passagers civils de SpaceX n'y montent à leur tour. Son nom, Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil. Et la vraie question, ce n'est pas comment un ancien saltimbanque se paie une fusée. La vraie question, c'est pourquoi ce même homme se retrouve des années plus tard à reconstruire un monde entier pour Disney et pourquoi SAP, un des plus gros éditeurs de logiciels au monde, s'associe à son entreprise en affirmant vouloir redéfinir l'art de la performance. Qu'est-ce que Disney et SAP achètent au juste quand ils achètent Guy Laliberté? La réponse ne commence pas dans l'espace, elle commence dans la rue. Avant d'être milliardaire, Guy Laliberté dormait sur des bancs publics à Londres, un accordéon sur le dos et une idée fixe, voir le monde. Il apprend la rue, cracheur de feu, jongleur, échassier, pas pour l'art, mais pour manger et pour avancer jusqu'à la ville suivante. Ce détail compte, cette rue. Ce que la liberté a vendu toute sa vie, il l'a d'abord vécu. Voilà où ça devient intéressant pour n'importe quel dirigeant qui nous regarde. Remontons le contexte. Dans les années 80, l'industrie du cirque est un secteur qui se meurt. Les mouvements de défense des animaux montent en puissance, les jeux vidéo et l'entertainment à la maison grignotent le public familial. Et les deux poids lourds historiques, Ringling Brothers et Barnum and Bailey, en tête, se battent entre eux à coups de stars et de budgets d'animaux, sur un marché qui, lui, rétrécit. Et ça, c'est un océan rouge, rouge du sang d'une concurrence qui s'épuise à se copier elle-même sur les mêmes critères. La liberté ne rentre pas dans cette bataille, lui, il en sort. Et sa méthode deviendra, 20 ans plus tard, le cas d'école d'un des livres de stratégie les plus lus au monde, Blue Ocean Strategy, des chercheurs de l'INSEAD, Kim et Moborgne. Ces deux chercheurs partent d'un principe. Au lieu de se battre pour être meilleur sur les critères de tout le monde, on redessine entièrement la grille des critères. Et concrètement, chez la liberté, ça donne, on va dire, 4 mouvements précis. Il élimine les animaux coûteux, à dresser, nourrir, soigner, transporter, assurer et de plus en plus contestés par le public. Pour lui, les vedettes de cirque, c'est dérisoire dans l'esprit du spectateur face aux vraies stars de cinéma. Les pistes multiples aussi, qui fatiguaient le regard et forçaient à payer plus d'artistes que nécessaire. Et la vente ambulante en salle, confiserie et gadgets, qui donnait en fait une impression de foire plutôt que de spectacle. Il réduit le fun et l'humour, version slapstick, on se met des coups et ça fait rire le public. C'est gardé, mais recalibré vers quelque chose de plus raffiné. Et le frisson pur, façon voltige, toujours présent, mais qui cesse d'être la finalité du numéro. Il renforce le prix du billet, assumé très au-dessus d'un billet de cirque classique, le chapiteau lui-même glamourisé comme lieu unique, pendant que d'autres l'abandonnaient pour des salles louées à l'année. Et il crée, de toutes pièces que l'industrie du cirque n'avait jamais eu en fait. Une trame narrative, un écrin visuel raffiné, plusieurs productions distinctes, comme autant de pièces de théâtre différentes, et une musique et une danse entièrement artistiques. Une innovation côté demande. Et voilà le point que la plupart des analyses ratent. Kim et Moborn, les deux chercheurs, insistent là-dessus. La liberté n'a pas recombiné des techniques de cirque existantes pour en sortir on va dire un mix plus malin. Ça, ce serait de l'innovation côté offre, au sens où l'économiste Schumpeter l'entendait. Une nouvelle combinaison de moyens de production qui serait déjà là. Ce que la liberté a fait est différent. Il est parti du problème réel que le client cherche à résoudre. Et ce que cherche le client, c'est à passer une soirée qui compte. Et donc, il a reconstruit une offre depuis ce point de départ. Et là, c'est une innovation côté demande. Et ça change tout sur qui devient le client. Le Cirque du Soleil n'a jamais uniquement volé des spectateurs aux autres cirques, il en a volé au théâtre et même aux bars, aux restaurants, parce qu'eux aussi vendent sous une autre forme, mais exactement la même chose, une soirée qui compte. Pourquoi la danse, précisément au cœur de ce montage? Parce qu'elle fait ce que l'acrobatie seule ne fait pas. Elle transforme un exploit technique en émotion,
Un frisson qui reste un frisson, c'est du sport. Un frisson mis en musique, en récit, en mouvement un peu chorégraphié, ça devient de l'art. Et un art, ça ne se vend pas au prix d'un billet de cirque, ça se vend au prix d'un billet de théâtre. C'est là que la danse devient un levier business très concret. En injectant du mouvement chorégraphié dans l'acrobatie brute, la Liberté a fait sortir sa grille tarifaire de la case cirque pour la faire entrer dans la case théâtre. Et au théâtre, c'est plusieurs fois le prix d'un billet traditionnel, pour un public d'adultes, d'entreprises, qui n'avaient jamais mis les pieds sous un chapiteau. Kim et Mauborgne posent d'ailleurs un test très simple pour vérifier qu'une stratégie tient debout. D'abord, un focus clair, qui refuse de disperser l'effort sur tous les fronts. Une divergence nette, une courbe de valeur qui ne ressemble à aucune autre sur le papier, et une accroche qui tient en une phrase, vraie et mémorable. Celle du tout premier spectacle de la Liberté. We reinvent the circus. 4 mots, toute la stratégie est dedans. Il n'a pas cherché à faire un meilleur cirque, il a redéfini en fait le problème que le client cherchait à résoudre. Et ça change tout. Mais un océan bleu ne reste jamais bleu indéfiniment. En 2013, pendant le final du spectacle K, un câble de rigging censé assurer la sécurité des artistes cède. Sarah Guyard-Guillot, acrobate expérimentée, fait une chute mortelle en direct. Le même rigging de vol humain qui rendait la magie possible, comme je vous le disais, ces câbles solides, quasi invisibles, vient de rappeler de la manière la plus brutale qu'une infrastructure invisible reste une infrastructure et qu'elle peut céder. Et en parallèle, il y a une fissure en fait plus silencieuse pour le Cirque du Soleil. Le marché sature. Pas à cause d'un concurrent qui copie le cirque, mais à cause du Cirque du Soleil lui-même, qui multiplie les productions avec sa propre recette jusqu'à l'épuiser. Les spectacles Believe, Z, Banana Spiel, Viva Elvis, des échecs les uns après les autres. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2012 et pourtant, le Cirque du Soleil perd de l'argent. 2015, la Liberté vend 90% de ses parts. Il ne veut pas transmettre un empire à ses enfants, juste un choix libre. 2020, le Covid arrête tous les spectacles partout en même temps et le chiffre d'affaires tombe à zéro. Le Cirque du Soleil se place alors sous la protection de la loi sur les faillites. Et ce qu'on voit là, c'est que l'empire qui avait inventé sa propre catégorie se retrouve 20 ans plus tard exactement dans le même état dans lequel il avait mis ses concurrents. Il se retrouve à bout de souffle, dans un océan qui a fini par rougir. Racheté par un groupe d'investisseurs, le Cirque du Soleil doit trouver un nouveau souffle. Et c'est là que Disney revient dans l'histoire. Pas pour un partenariat de plus, mais pour un nouveau territoire. Et finalement, c'est une tentative de refaire ce que la Liberté avait fait une première fois en 1984. C'est-à-dire pas améliorer un spectacle existant, mais recommencer ailleurs avec d'autres codes. Parce que la vraie leçon n'est pas le Cirque du Soleil a inventé le mouvement vivant comme outil business. La vraie leçon, c'est que même l'inventeur d'une catégorie doit continuer à la réinventer, ou il finira par se faire rattraper par sa propre recette. Disney voulait de l'émerveillement et du mouvement. Alors ils ont briefé les spécialistes du genre, le Cirque du Soleil. Et le Cirque du Soleil a fait ce qu'il sait faire de mieux, mettre de l'émotion dans des performances physiques. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est un exploit. 90% des créateurs de shows, j'exagère peut-être un peu, 70 ou 80%, échouent à combiner les deux, émotion et exploit physique. Soit ils misent tout sur l'émotion et le public se lasse d'un manque d'adrénaline. Soit ils misent tout sur la performance physique et le public a l'impression de regarder en fait une compétition de muscles. Combiner les deux, par contre, ça impressionne et ça émeut en même temps. Mais surtout, ça parle à notre enfant intérieur. Et ça a toujours été l'obsession d'un seul homme, Guy Laliberté. Ce que Guy Laliberté a compris avant tout le monde, le mouvement vivant n'est jamais un simple divertissement. C'est un outil de tarification, un outil de récit, un outil de connexion avec l'autre. Et comme tout outil business, il s'use si on ne le réinvente pas.